C'est le débat de ce Smart Impact. On parle du leasing social, mobilité électrique avec Joseph Delatte. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable des études énergie et climat à l'Institut Montaigne. Et Paul de Froment, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général co-responsable de la recherche européenne en technologie et soins de santé chez Stifel Europe. L'Institut Montaigne, en quelques mots, c'est un cercle de réflexion, un think tank, c'est ça ? Oui, c'est un think tank sur les politiques économiques en France et en Europe. Ouais. Et Stifel Europe, on est dans l'univers de la banque, c'est ça ? Exactement. Ouais. Banque d'affaires spécialisée dans tout ce qui concerne l'accompagnement des entrepreneurs dans des opérations de capital qui vont des fusions-acquisitions, augmentation de capital et financement par la dette et par les actions. Pourquoi ? Alors, pardon, ma question, elle va peut-être vous surprendre, mais pourquoi le leasing social, ça vous intéresse ? Pourquoi ce dispositif qui permet aux citoyens, on va dire, les plus modestes d'accéder à la voiture électrique, ça vous semble un enjeu intéressant ? Je commence avec vous. Alors, c'est un dispositif qui permet notamment la transition vers l'électrification. On sait qu'on a besoin de l'électrification pour plusieurs raisons. Premièrement, pour décarboner notre économie, ça c'est très clair. Et deuxièmement, pour être plus souverain, parce que l'électricité, c'est le seul vecteur d'énergie qu'on produit nous-mêmes en France et en Europe. Et donc, du coup, oui, on s'y intéresse. On s'y intéresse parce que cette électrification des transports, elle est compliquée pour les tranches les plus modestes de la population et que c'est un outil qui permet de faire ça. Même question, Paul de Froment. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'agir sur 3 niveaux. Le premier, c'est évidemment, ça favorise la pénétration des voitures électriques en France. Le deuxième, c'est que via un mécanisme de score environnemental, ça favorise les constructeurs européens, je pense à Stellantis et Renault, au détriment des constructeurs chinois et américains comme BYD ou Tesla. Et le troisième point, qui est, je dirais, la particularité de ce mécanisme, c'est que ça augmente d'une certaine manière le marché adressable du véhicule électrique, puisque ça diversifie la sociologie des acheteurs en allant justement cibler des ménages à faible revenu et qui sont plutôt en zone rurale. Ouais. Et puis alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça questionne l'efficacité des dispositifs gouvernementaux. La première édition du leasing social, alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut dire, ça a vraiment marché, c'est parti à toute vitesse, près de 50 000 commandes en un mois et demi, 1er janvier, 15 février. Sauf que ça a tellement bien marché que il y a eu un stop, faute de finances publiques, qui a été mis ultra rapidement. Déjà, avant de faire le bilan de 2025, comment vous évaluez la genèse, la première année de ce dispositif public ? Alors, la première année, on peut dire que c'est un vrai succès, avec les limitations qu'on connaît. C'est-à-dire que le budget était limité, l'enveloppe était fermée, et on n'a pas pu aller beaucoup plus loin que les environ 600 millions qui avaient été mis sur la table. Ça veut dire que, pardon de vous interrompre, mais que le gouvernement de l'époque, il y en a eu beaucoup depuis, n'avait pas anticipé la demande ou le succès ? Oui, il n'avait pas anticipé le fait que ça allait répondre à une attente d'une partie de la population. Et très clairement, ça a montré que le dispositif était fonctionnel. Alors, le leasing social 2025, le budget, c'était 370 millions d'euros, aide maximale par véhicule, 7 000 euros. C'était presque le double, c'était 13 000 euros, si je ne me trompe, en 2024. Quel bilan on peut en faire ? Est-ce que ça a plombé le dispositif, le fait qu'il y ait beaucoup moins, même si ça reste quand même une somme importante, 7 000 euros par véhicule, beaucoup moins d'argent distribué ? Non, je dirais pas que ça a plombé le dispositif, puisque je crois que la quasi-totalité, alors on n'a pas épuisé les 50 000 véhicules disponibles, mais on n'en est pas très loin. Je pense que la différence avec 2024, c'est que 2024, en effet, le gouvernement était assez surpris. Je crois qu'il s'attendait à 20 000, 25 000 demandes, et on en a eu 50 000 en un mois et demi. Là, ça a été plus graduel, et en effet, on a quasiment divisé par 2 les aides, donc je veux dire, ça s'explique. Mais je dirais que ça reste quand même un succès. On regarde par exemple les modèles les plus vendus, c'est la Renault 5, la Peugeot 208. Donc on a toujours, si on regarde le prisme de l'accession à la voiture électrique, de la préservation des constructeurs européens, et de cette diversification finalement de clientèle, finalement ces 3 objectifs sont remplis même en 2025. Quel bilan vous en faites du dispositif 2025 ? Alors je pense que le dispositif il fonctionne toujours. La réalité c'est qu'il a été annoncé en beau milieu d'une crise politique, avec une tempête médiatique qui ne correspondait absolument pas à la décarbonation ou même le soutien à l'accès aux véhicules. Donc oui, non, clairement c'est plus un fait politique qu'autre chose. Donc moi je pense que la réalité, au-delà du fait que
l'argent mis sur la table était moins nombreux. Il y avait aussi le fait que le gouvernement n'a pas voulu le financer sur son propre budget. Il a été le financer via les certificats d'économie d'énergie, qui est en fait extra-budgétaire. Donc ça vient des fournisseurs d'énergie qui finalement utilisent... taxent eux-mêmes les consommateurs d'énergie pour pouvoir récompenser en finançant ce genre de projet. Donc on voit qu'il y a un problème budgétaire derrière et que le gouvernement n'envisage pas de mettre plus d'argent pour soutenir les ménages à décarboner. Oui, alors effectivement, il y a un choix politique, mais c'est intéressant, je trouve, sur le succès, parce que oui, il y a un succès, sauf vous nous disiez à l'instant, on n'a pas épuisé les 50 000 véhicules, alors qu'en 2024, c'était parti en 6 semaines. Donc c'est quoi ? Parce qu'il était trop compliqué, parce qu'il a été lancé, ce que vous disiez, au mauvais moment. Donc ça pose la question de la communication autour d'un dispositif gouvernemental. Comment vous l'avez... Ça a aussi changé. Il y avait moins de véhicules à moins de 100 € disponibles. Donc vous aviez à peu près 8 types de véhicules disponibles lors de la première vague. Ici, on en est aux alentours de 2 véhicules à moins de 100 € disponibles. Donc du coup, ça change aussi la sociologie à l'intérieur du décile, des 3 déciles qui sont concernés. Les déciles, on rappelle ce que c'est. Oui, donc les ménages les plus modestes. Voilà, les parts de la population les plus modestes, 10% par 10%, c'est ça, quand on parle de déciles. La leçon quand même de ces 2 années de leasing social, c'est que pour que les ménages les plus modestes accèdent à la voiture électrique, il faut subventionner. On n'est pas, on est encore dans une économie imparfaite, quoi, d'une certaine façon. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce que ça montre, au-delà des subventions, c'est la sensibilité finalement au prix de sujets qui se rejoignent. Je dirais qu'historiquement, il y a 3 freins pour l'adoption de la voiture électrique. Le premier, évidemment, c'est le prix. Le deuxième, c'est l'infrastructure de recharge, qui crée en fait une certaine anxiété. Et le troisième, c'est le nombre de modèles disponibles. Et en fait, si on regarde sur ces 3 points-là, je vais commencer à l'envers, volontairement, mais le nombre de modèles disponibles, on est passé de 40 modèles disponibles à peu près en 2020 à plus de 100 en 2025. Pour l'infrastructure de recharge, on est passé de 30 000 bornes publiques à 185 000 bornes publiques sur la même période. Et reste le sujet du prix. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, c'est le dernier vrai frein. Parce que pour moi, la grande différence entre 2024 et 2025 pour le leasing social électrique, c'est le montant de l'aide. À 13 000 €, on voit qu'il y a un succès flagrant. Et à 7 000 €, il est moindre. Il reste quand même, ça booste l'adoption. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de ménages qui tout simplement se sont dit, j'ai pas les moyens, exactement, même avec une subvention de 7 000 € par véhicule, d'y aller, quoi. Oui, mais ce que ça montre, c'est que le dernier frein, ça reste le prix, et que les autres, qui étaient l'infrastructure de recharge, le nombre de modèles disponibles, voire même les comportements. Je rappelle juste un sondage qui a été réalisé par McKinsey, 90% des conducteurs de voitures électriques ne souhaitent pas revenir au thermique. Donc on voit que sur la pluralité en fait, des obstacles de la voiture électrique, aujourd'hui il n'en reste qu'un, c'est le prix. Si vous deviez améliorer le système, vous feriez quoi ? Alors déjà, il faut mettre plus d'argent sur la table. Il faut conditionner le succès avec la disponibilité des financements. Ça, c'est très clair. Il faut visibiliser le fait que ce qu'on appelle littéralement en anglais le total cost of ownership, donc la totalité du coût de la propriété de votre voiture est considérablement diminuée avec ce soutien financier de l'État. C'est-à-dire que une fois que vous achetez votre voiture, elle est moins chère, mais aussi quand vous vous rechargez à l'électrique, ça coûte moins cher que d'aller acheter du pétrole, en fait, tout simplement. Et donc sur la totalité il faut l'intégrer sur le cycle de vie du véhicule. Exactement. Et donc sur le cycle d'usage, on doit visibiliser auprès de la population le fait qu'en réalité c'est très rentable ce système. Donc au-delà de ça aussi peut-être le fait que c'est adopté au-delà de la France maintenant. Donc c'est une idée française qui commence à percoler dans les autres pays européens, qui a été reprise notamment par la Commission européenne qui souhaite l'encourager. Les Allemands sont en train de mettre en place un système similaire. Donc on voit que c'est une idée qui fonctionne. Mais alors justement, ça va être ma prochaine question. Donc le lien est fait avec la décision de la Commission européenne de revenir en arrière sur la question de l'interdiction des ventes de véhicules thermiques neufs en 2035. Est-ce que c'est pas un message un peu contradictoire avec ce que vous nous dites? D'un côté, on dit ça, et puis de l'autre, on va peut-être mettre de l'argent pour encourager le passage à la voiture électrique. On parle beaucoup de communication, finalement, dans notre débat. Est-ce que le message envoyé, c'est pas finalement, attendez avant d'acheter une voiture électrique?
Non, Non alors, je suis d'accord avec vous. Je pense que le message est pas clair du tout. Parce que d'une part, on revient sur ses objectifs et de l'autre, on essaye à l'échelon local justement de favoriser l'adoption de la voiture électrique. Je pense que c'est surtout une histoire de lobby au niveau de l'Union européenne. Et en fait, finalement, je pense que ça n'aura finalement pas trop d'impact sur l'adoption de la voiture électrique, au moins sur les 5-10 prochaines années. Parce qu'en réalité, encore une fois, on voit que les ménages sont sensibles à des variables qui sont beaucoup plus concrètes, telles que le prix et donc les subventions, l'infrastructure. Ça reste des vrais sujets qui, eux, ont un impact direct. Je veux dire, juste pour vous donner un chiffre, allez-y. 50 000 véhicules, qui était le périmètre du leasing social électrique en 2024 et en 2025, ça représente 15 à 20% des nouvelles immatriculations de voitures électriques par an en France. Donc, c'est quand même significatif. Et on voit que via des subventions, on peut avoir des impacts qui sont quand même très importants. Est-ce que, alors je ne sais pas si c'est possible légalement, mais est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus flécher ce dispositif, notamment vers les ménages qui vivent en zone rurale et qui n'ont pas vraiment d'alternative à la voiture ? Je pense qu'il faut agir au niveau global. Oui, ça peut être une idée. Je pense qu'il faut aussi favoriser les acteurs en charge des infrastructures. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. On a beaucoup progressé, mais on n'est pas du tout à des niveaux satisfaisants. Donc ça veut dire encore l'équipement en borne, là, quand vous parlez d'infrastructure ? Je pense qu'il faut que l'infrastructure de recharge soit beaucoup plus présente. Favoriser justement le travail des opérateurs de bornes de recharge, favoriser aussi la connexion au réseau. On a quand même une problématique de distribution d'électricité. Et oui, agir au niveau des ménages à faible revenu, mais aussi préserver la compétitivité des constructeurs européens qui, eux, luttent contre les constructeurs chinois et américains. Oui, parce qu'il y a évidemment cet enjeu derrière. Si vous avez 1 euro d'argent public pour promouvoir la voiture électrique, vous le mettez où aujourd'hui, prioritairement ? Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il s'agit d'un outil, d'une politique industrielle, ce leasing électrique. Si vous le conditionnez au fait que votre voiture, elle est faite avec une majorité de produits faits en Europe, donc des parties de voitures, etc., faites en Europe, notamment la batterie, vous créez toute une chaîne de valeur qui est bénéfique pour l'économie locale. Alors ça, c'est évident. C'est évident que ça doit faire partie de l'outillage que le gouvernement français, que la Commission européenne est en train de mettre en place afin de favoriser l'émergence d'une chaîne de valeur en Europe, c'est-à-dire de la création d'outils, d'usines en Europe. Et ça, c'est très important. Donc oui, moi, je pense que si j'ai 1 euro à mettre quelque part, je le mets notamment dans ce genre d'outils. Je le mets également dans les éco-bonus comme ça a existé. Je le mets là où ça permet de créer une demande européenne et décarbonée. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de ce Smart Impact, les éco-activités.